Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On va attendre encore quelques minutes histoire que tout le monde arrive. Dites-moi si vous m'entendez bien au micro, si c'est bien net. Oui. Ok, super. Ok, donc ce soir on va parler du confinement avec vos animaux de compagnie, donc chiens et chats. Pas de PowerPoint, là c'est vraiment le principe, ça va être vraiment une discussion. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que moi j'en pense et ce qui est recommandé en gros pour vos animaux. Comment les occuper, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'anticiper un maximum pour que ça se passe bien au moment du déconfinement. Et puis ensuite on fera une deuxième partie où vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, aussi bien sur le confinement que sur d'autres sujets de comportement. Le principe c'est vraiment que vous puissiez me poser toutes les questions, c'est vraiment une conférence questions-réponses ouverte au maximum, donc j'espère qu'on aura pas mal de monde ce soir, parce que vous avez souvent plein de questions à me poser et il faut en profiter. J'essaierai d'en refaire d'autres si ça intéresse éventuellement qu'on fasse des questions ouvertes comme ça, que vous puissiez poser un peu toutes les questions qui vous passent par la tête ou les questions que les clients vous posent quand vous êtes confronté à certaines situations. Donc cette période de confinement, il faut se dire que c'est un petit peu compliqué aussi bien pour vous que pour vos animaux. En effet, normalement vos chiens ils ont l'habitude et vos chats ils ont l'habitude que vous soyez absent la plupart du temps dans la journée. Donc le fait de se retrouver avec vous 24 heures sur 24, c'est pas si évident que ça pour eux. Parce qu'en plus, ça modifie énormément leurs habitudes. Et il faut savoir que les chats et les chiens sont très routiniers. Donc dès que vous modifiez leurs habitudes, c'est très anxiogène chez eux. Donc le principe, c'est d'essayer de modifier le moins possible ces habitudes. Comment faire? Pour les chats qui ont l'habitude de sortir, logiquement, il faudrait éviter qu'ils aient accès à l'extérieur, puisqu'on sait que ça peut être comme n'importe quel objet inanimé, comme des objets inanimés, ça pourrait être des vecteurs en fait tout simplement du coronavirus, donc il faut faire attention par rapport à ça. Le problème c'est que si vous avez des chats qui ont l'habitude de sortir, les cantonner à l'intérieur c'est compliqué. Dans ces cas-là, peut-être que vous pouvez essayer de limiter les sorties à des sorties en harnais, uniquement dans le jardin, sous surveillance, etc. Je connais encore pas mal de monde qui les laisse sortir librement. Il faut peser le pour et le contre. Il ne faut pas non plus que votre chat pète un câble s'il n'a pas du tout accès à l'extérieur. Mais d'un autre côté, si vous pouvez essayer de le garder le plus possible à l'intérieur, c'est mieux pour éviter ce risque de contamination-là. Pour les chiens et pour les chats d'une manière générale, essayez de garder vraiment les mêmes habitudes. C'est-à-dire que pour les chiens, si vous avez habituellement 1 heure pour les sortir par jour, déjà c'est pas mal, gardez cette habitude-là. C'est pas parce que vous avez la possibilité de sortir plus, et encore si on respecte vraiment les mesures de confinement, logiquement c'est pas plus d'1 heure de balade à l'extérieur, donc vous n'êtes pas censé faire plus que ça. Mais si jamais vous avez l'habitude effectivement de les sortir 2-3 heures, il va falloir limiter à 1 heure. Donc vous avez la possibilité de sortir, même si vous avez un jardin, je vous conseille quand même de faire des balades avec lui, avec votre chien, de profiter de l'heure qui vous est disponible pour le dépenser un petit peu physiquement à l'extérieur. Et puis qu'il puisse faire ses besoins, etc. Et qu'il ait quand même toujours sa prise d'odeur. Par contre, il ne faut surtout pas qu'il ait de contact avec d'autres animaux et pas de contact avec les gens qu'il va rencontrer. Par contre, ne faites pas plus de balade qu'habituellement. Parce que le problème, c'est que si vous augmentez le temps de balade et que vous augmentez l'activité physique, le problème, c'est qu'au retour du confinement, vous risquez d'avoir un chien que vous avez rendu très endurant et qui va en demander toujours plus. Et donc, du coup, ce sera très compliqué pour lui de revenir à une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de balade par jour. Donc, essayez surtout de ne pas augmenter la dépense physique, de maintenir la même dépense physique qu'habituellement, de ne pas l'augmenter pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Ce qu'il faut avec un chien, c'est surtout augmenter la dépense mentale. Donc je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo là que j'avais fait déjà sur l'école vétérinaire. Vraiment, il faut utiliser la dépense mentale et il faut travailler dans le calme le plus possible. Il faut vous dire que votre chien, quand il renifle,
son rythme cardiaque diminue. Donc il faut utiliser vraiment ces activités justement de recherche alimentaire ou de recherche de stimulation d'odeur pour essayer de diminuer son rythme cardiaque, l'aider à se concentrer et augmenter sa dépense mentale. Donc vous avez plein de petites choses, vous avez plein de jouets là, par exemple, il y a des petites choses comme ça dans lesquelles vous pouvez mettre plein de friandises un peu partout là, vous pouvez mettre des friandises dedans. Vous avez les Kongs aussi, comme ça, dans lesquels vous pouvez mettre du kiri, le congeler et le rendre après à votre chien pour qu'il s'amuse avec. Vous avez aussi les jeux un petit peu comme ça. Donc ça, c'est des tours. Alors ça, en fait, vous pouvez mettre des croquettes là-dedans, et votre chien, il doit tirer sur les tirettes pour faire tout tomber, etc. Tous ces petits jouets-là, c'est vachement utile pour justement favoriser la dépense mentale. Ils doivent réfléchir à comment récupérer l'alimentation, ça les occupe à renifler, etc. Ça permet d'enrichir un maximum le milieu. Donc pourquoi pas même carrément proposer, quand vous êtes sur des chiens avec 2 repas par jour, proposer un repas un peu original par jour sur les 2. Un repas dans sa gamelle et l'autre le proposer dans un truc un peu original, donc dans un Kong, dans une tour comme ça. Vous pouvez aussi lui proposer par exemple une serviette. Vous prenez votre serviette, vous la pliez en 2, puis encore en 2, puis encore en 2, vous cachez les friandises un petit peu partout, et votre chien doit s'amuser à tout retourner, etc. pour essayer de récupérer les friandises. Vous pouvez regarder sur internet, il y a plein de tutos qui vous expliquent comment enrichir un maximum le milieu. Vous pouvez aussi prendre une boîte en carton, mettre des rouleaux de papier toilette dedans, en fait, et puis vous mettez donc à la verticale, les rouleaux de papier toilette, et puis vous mettez des petites croquettes à l'intérieur, et le but c'est vraiment pour votre chien d'aller chercher, d'aller farfouiller un petit peu partout, d'aller retourner les rouleaux pour essayer de récupérer les croquettes. Vous avez plein de jeux que vous pouvez faire en dépense mentale comme ça avec votre chien. Vous pouvez lui apprendre aussi de nouveaux tours. Il faut s'assurer que les bases sont acquises, donc assis, couché, etc. Si vous avez un jardin, vous pouvez travailler le rappel à fond, ça c'est super. Et puis vous pouvez lui apprendre à tourner sur lui-même. Vous pouvez travailler aussi énormément les autocontrôles, ça c'est vraiment important. Vous pouvez travailler par exemple avec des friandises et lui apprendre à poser la friandise sur le museau et il ne doit pas bouger. Ou sur le bout des pattes et votre chien ne doit pas bouger. Donc ça se travaille progressivement en apprenant à votre chien vraiment à rester statique au moment où vous posez la friandise. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez travailler quotidiennement pour essayer de le dépenser un maximum. Vous pouvez aussi, par exemple, répartir le contenu d'alimentation dans le jardin. Si vous avez un jardin, vous pouvez vous amuser à répartir les croquettes sur une zone de à peu près 2 mètres carrés et puis vous demandez à votre chien d'aller renifler et d'aller rechercher. Et ça va vraiment l'aider à se dépenser mentalement parlant, lui faire une activité d'odorat en fait, qui est très apaisante pour le chien aussi et qui permet vraiment de le stimuler mentalement parlant. Donc tout ça, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place à la maison, mais ce qu'il faut aussi surtout, c'est le laisser se reposer. Il faut partir du principe que aussi bien votre chien que votre chat, quand vous n'êtes pas là, ils dorment la plupart du temps. Donc il faut leur laisser leur temps de repos, c'est indispensable. Essayez de garder vraiment vos habitudes. Par exemple, si habituellement vous partez toute la matinée, et bien le matin, vous vous mettez sur votre ordinateur, sur un bouquin, etc., éventuellement dans une autre pièce pour que votre chien ou votre chat soit tout seul. Et puis le midi, vous interagissez avec lui parce que vous avez l'habitude de le sortir à ce moment-là, etc. Et l'après-midi, pareil, vous le laissez tranquille. Moi, par exemple, le mien, j'essaie régulièrement dans la journée de changer de pièce et de le laisser tout seul. Bon, après, lui, il est cool, il est équilibré. Bon, c'est un chien qui dort beaucoup la journée. Mais on est obligé quand même de maintenir les balades 3 fois par jour parce que sinon il pète un plomb. Mais le reste du temps, il dort, il est cool. Par contre, on a instauré des petits jeux tous les jours, des petites nouveautés. Il a le droit de manger dans sa tour au moins 1 fois par jour. Voire parfois, on lui fait un repas un peu original 2 fois par jour. Les 2 repas sont un peu originaux pour changer. Enfin voilà, on le fait travailler sur plein de choses. Moi, je suis en train de lui travailler le salut, par exemple. Donc pour travailler le salut, donc c'est-à-dire, vous savez, quand ils se mettent en position du prieur, donc c'est-à-dire qu'ils abaissent les 2 pattes avant et ils gardent les pattes arrière relevées. Nous, le nôtre, il n'est pas hyper souple, donc ce que je fais, c'est que je le travaille avec un tabouret. Je lui mets la friandise en dessous le tabouret. Il est obligé d'aller chercher sous le tabouret. Et puis comme ça, il prend la position et je le récompense. Donc voilà, je lui fais travailler des petites choses comme ça. Donc ça permet vraiment de le dépenser. Pour les chats, c'est exactement la même chose. Il faut essayer de leur laisser leur temps de repos habituel,
Donc ils sont toute la journée tranquilles, donc laissez-les tranquilles quand même une bonne partie de la journée, qu'ils puissent se reposer et essayer d'enrichir un maximum le milieu. Donc pareil, là il faut développer vos activités créatives, un petit peu votre côté créatif, leur créer des petites, pourquoi pas renouveler, enfin créer un arbre à chat, leur créer des nouveaux jeux, mettre des sachets ou des boîtes dans lesquelles vous pouvez cacher des petites friandises, etc., les pousser à chercher un petit peu tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu là sur Facebook, il y a le PQ Challenge, donc pourquoi pas s'entraîner à faire ça aussi tous les jours. Vous pouvez leur faire un petit peu d'activité physique en faisant sauter la barrière justement de papier toilette et en montant d'un étage à chaque fois. Ça, c'est une bonne idée aussi. Ça permet d'avoir une dépense physique pour votre chat. Par exemple, si vous restreignez un petit peu l'accès à l'extérieur, et puis c'est quelque chose de ludique, qui est rigolo pour vous, qui est rigolo pour votre chat, pourquoi pas. Proposer aussi des jeux de recherche d'alimentation, donc cacher des friandises un petit peu partout, en hauteur, sous les meubles, dans différents recoins, etc. Et essayer de développer ce genre de choses. Pareil, si votre chat il a l'habitude de sortir énormément et de chasser, vous pouvez jouer avec tout ce qui est plumeau. Les plumeaux, par contre, ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire en sorte que votre plumeau agisse comme une mouche. D'accord? Donc c'est-à-dire ne pas faire ça comme ça avec votre plumeau, vous l'agitez tout doucement. Non, votre plumeau c'est une mouche et donc vous l'agitez en permanence, il fait n'importe quoi, une mouche ça fait n'importe quoi. En fait, il faut vraiment vous dire, votre plumeau, le bout du plumeau c'est une mouche et donc vous faites agir votre plumeau comme si c'était une mouche. Donc de temps en temps il se pose, d'accord? Et il faut que votre chat puisse le récupérer parce que c'est important qu'il y ait des victoires dans le jeu. Il faut absolument que votre chat, quand on joue, c'est comme nous, on a envie de gagner. Donc il faut absolument que votre chat ou votre chien gagne. Donc il faut laisser le plumeau poser de temps en temps, mais par contre il faut que ce soit très 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 stimulant et donc le mettre en mouvement tout le temps, faire n'importe quoi et la mouche elle saute, etc. Enfin voilà, essayez de faire en sorte que ce soit hyper stimulant pour votre chat. Pour tout ce qui est sociabilisation par rapport aux chiots, j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Alors le souci c'est qu'effectivement la sociabilisation avec les êtres humains et avec les autres chiens, elle n'est pas possible pendant le confinement et c'est intransigeable. Très clairement, c'est pas possible que vous mettiez en contact votre chiot avec d'autres chiens ou avec d'autres personnes. C'est le confinement, donc il faut respecter les règles. C'est pas grave, c'est quelque chose qui se travaillera plus tard, en espérant que les premiers mois aient été déjà aient apporté de bonnes bases, mais il faudra le retravailler plus tard de manière très progressive, surtout sur les chiens sensibles. Il ne faudra pas les réimmerger dans un monde où il y a énormément de chiens, énormément de gens, pour essayer d'accélérer la sociabilisation. Non, il faudra reprendre les choses progressivement. En attendant, pour le moment, vous ne pouvez pas le mettre en contact avec d'autres animaux ou d'autres personnes. Par contre, vous pouvez continuer à le travailler justement sur les bruits, ce genre de choses. Donc allumer votre ordinateur, mettre des bruits de ville, des bruits de plein de choses, de camions, de poubelles, pour essayer de sociabiliser un maximum. Pour tout ce qui est risque d'hyperattachement, donc continuez à essayer de garder vos habitudes et surtout, laissez-le tranquille, laissez-lui des moments de solitude. Ça, c'est vraiment important. Vous le mettez dans une pièce à part et vous allez travailler dans une autre pièce ou vous allez faire ce que vous voulez dans une autre pièce. Il faut lui laisser des moments de solitude dans la journée pour que justement, au moment du déconfinement, il soit habitué à rester un petit peu seul. Ça va être impératif à mettre en place pour essayer que ça se passe au mieux au retour à la vie normale. Donc voilà en gros pour les basiques à mettre en place. Après, effectivement, il faut essayer vraiment de respecter vos habitudes au maximum. Forcément, c'est modifié, ça c'est sûr. On ne peut pas faire autrement. Mais il faut essayer vraiment de ne pas perturber votre chien plus que ça et de ne pas le surstimuler. D'accord? Si effectivement ils ont besoin de se dépenser, que vous avez un moment où vous voyez que votre chien ou votre chat il est hypertonique, et dans ces cas-là vous le mettez en place, pourquoi pas plutôt de la dépense mentale plutôt que de la dépense physique, et puis vous verrez que quand vous allez reprendre vos habitudes, ça ira mieux. Le plus compliqué, ça sera potentiellement pour les chiots, puisqu'on a un risque d'hyperattachement derrière, avec un risque que le chien supporte mal le fait de se retrouver tout seul. C'est pour ça que c'est vraiment important dès maintenant de mettre en place justement ces moments où il doit rester tout seul. Si vous êtes avec des chiots qui sont dans la période charnière, c'est-à-dire la période où doit apparaître le détachement primaire, c'est-à-dire aux alentours de 4 mois, 5 mois, même 6 mois. Alors 4 mois, 5 mois principalement, entre 3 et 5 mois c'est vraiment la période charnière, puis après on parlera de la puberté. Il faut vraiment que vous fassiez attention à lui laisser des moments où il doit être seul et surtout ne pas répondre systématiquement à ses demandes d'attention. Ça c'est vraiment important, il faut créer un détachement.
qui est le détachement primaire, et créer un attachement secondaire qui est sécuritaire. Et qui n'est plus cette dépendance en fait qu'a le chiot à son être d'attachement primaire. Donc vous pouvez passer du temps avec lui, il n'y a pas de souci, mais maintenant il faut vraiment que vous soyez à l'initiative des contacts et que vous ignorez un maximum ces demandes d'attention. Quand le chiot est en demande, vous regardez ailleurs, vous levez les yeux au ciel. Une fois qu'il est parti faire autre chose, vous pouvez le rappeler et être à l'initiative pour qu'il apprenne à se détacher progressivement et à être un peu plus indépendant et que ça se passe mieux au retour de la fin du confinement. Si vous êtes avec des chiots ou vous êtes plutôt dans la période de puberté, alors ça dépend un petit peu du gabarit de votre chien, mais entre 6 et 10 mois, là il faut faire attention puisqu'on a un risque que vous passiez énormément de temps avec votre chien et que vous lui laissiez l'accès à plus de ressources et plus de gestion. En effet, notamment sur l'alimentation. J'ai beaucoup, moi la première, nous notre chien par exemple, comme on a un rythme qui est complètement perturbé, le matin il n'a pas très faim. Donc il ne veut pas forcément manger et du coup la plupart du temps les propriétaires ou vous-même ce que vous allez faire c'est que vous allez lui laisser l'alimentation à disposition puisque vous avez peur qu'il mange pas, qu'il mange qu'un repas sur 2 et ça vous inquiète. Dans ces cas-là, au lieu si le matin il mange pas bien, nous le nôtre il mange plutôt le soir et le matin il avait pas trop envie de manger dans sa gamelle, du coup c'est le matin que je lui ai proposé l'alimentation dans la tour et ça marche très très bien, il est très content, ça lui fait une activité. Voilà, il mange comme ça. Et puis si un matin il veut pas manger, ok, je lui laisse la gamelle un quart d'heure, il mange pas, tant pis, je la retire, il va pas se laisser mourir de faim dans tous les cas. Mais ce qu'il faut, c'est garder toujours cette rigueur. C'est pas parce qu'il mange moins, parce qu'effectivement, par exemple, il y a les premières chaleurs qui arrivent pendant le confinement, ça arrive aussi, parce que ça perturbe, effectivement, c'est plus le même mode de vie. C'est pas parce qu'il mange moins qu'il faut absolument changer ses habitudes, parce que sinon, derrière, pour revenir à un mode de vie classique, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc on maintient surtout ses habitudes. Si vous aviez l'habitude de faire 2 repas par jour, vous faites 2 repas par jour. Vous retirez la gamelle au bout d'un quart d'heure. Et ils mangent tant mieux, ils mangent pas tant pis. Ils peuvent essayer de vous tester un petit peu, surtout s'ils sont en période de puberté, de voir où sont les limites. Donc c'est vraiment important pour vous de ne pas céder justement à ces modifications-là. Et donc pareil, tout ce qui est initiative des contacts, gestion de l'espace, faites bien attention à ça, que vous n'ayez pas de soucis par rapport à ça. Le risque au moment du déconfinement, c'est qu'effectivement, vous ayez plus de problèmes par rapport à la sociabilisation. Non pas qu'il soit plus sociable, mais que vous ayez beaucoup d'excitation du fait de retrouver d'autres chiens, etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler les autocontrôles au maximum à la maison, donc travailler dans le calme, et puis quand vous ressortirez à l'extérieur et que vous croiserez d'autres chiens, alors déjà de toute façon si vous sortez déjà un petit peu vos chiens, vous pouvez peut-être croiser des chiens au loin, donc travaillez dans le calme avec votre chien. S'il commence à s'exciter, on fait demi-tour, on lui demande de s'asseoir, on attend qu'il redescende en excitation pour reprendre l'habitude de communiquer correctement avec les êtres humains et avec les chiens qu'il recroisera dans le futur. Pour les chats, c'est sûr que c'est différent puisqu'on n'a pas ce côté sortie limitée, enfin plus ou moins. La plupart des gens qui ont des chats qui ont accès à l'extérieur les laissent sortir. Bon, pour moi, il faudrait limiter ce genre de choses. Après, vous faites comme vous pouvez. Mais effectivement, pour eux, c'est perturbant aussi, mais c'est pas la même... c'est pas la même problématique, mais il faut quand même faire très attention, surtout sur les animaux qui ont été mal sevrés. Vous pouvez avoir aussi un hyperattachement qui se met en place si vous êtes hyper présent avec eux, tout le temps avec eux, et que vous répondez à toutes leurs demandes d'attention. Donc il faut encore une fois essayer de garder vos habitudes, leur laisser surtout leur moment de repos, parce que les chats et les chiens ont besoin de dormir énormément dans la journée, et puis essayer de modifier un minimum vos habitudes, essayer de rester constant par rapport à ça. Donc voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur le confinement, sur comment essayer de gérer un petit peu ces modifications. Essayez-vous d'être les plus sereins possible, même si c'est un petit peu compliqué dans cette période, parce que plus vous serez stressé, plus ça risque de les perturber aussi. Mais surtout, ne les surstimulez pas, parce que quand vous allez reprendre vos habitudes, derrière ça va être plus compliqué pour eux de passer de tout à rien. Donc essayez de maintenir une activité physique normale, sans trop augmenter l'activité physique habituelle, et essayez plutôt de travailler sur la dépense mentale si vraiment vos chiens sont très en demande. Encore une fois, quand ils sont casse-pieds, n'hésitez pas à les isoler aussi du groupe social. C'est important, ils n'ont pas besoin de se dépenser toute la journée, ils ont besoin de dormir aussi une bonne partie de la journée. Donc voilà, pour les chiens qui sont vraiment hyper actifs et qui ont besoin de 3 heures de balade par jour,
Donc on limite à 1 heure de balade et puis on fait beaucoup de dépenses mentales à la maison. Pour les chats qui sont très actifs et que vous devez maintenir en intérieur, pareil, on fait beaucoup de dépenses mentales. Vous pouvez créer des petits parcours à la maison d'agility, si vous avez un jardin d'autant plus. Si vous n'avez pas de jardin, dans un appartement, vous pouvez créer plein de choses. Franchement, vous pouvez faire un petit parcours d'agility sur le canapé, puis faire monter sur une chaise, etc. Notamment pour les chats, parce que pour les chiens c'est un peu compliqué, ils risquent de vous démonter la maison. Mais pour les chats, vous les faites sauter sur le canapé, puis sur une chaise, et puis voilà, on fait le passage au-dessus du rouleau de PQ, etc. Enfin, vous pouvez faire vraiment plein de choses pour essayer de les stimuler et de les dépenser le plus possible. Donc je vous laisse poser toutes vos questions maintenant, aussi bien sur le confinement que d'autres questions, un peu sur tout, sur vos animaux, si vous avez des soucis avec vos animaux, si vous avez des questions par rapport à eux, ou même si vous avez eu déjà des questions avec de certains propriétaires quand vous étiez en train de consulter, ou des choses qui vous semblent étranges, voilà, en comportement, des choses qui vous intriguent. Voilà, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions par rapport à ça, et puis j'espère que les quelques éléments que je vous ai apportés sur le confinement vont vous servir. Rien de très innovant, hein, des choses classiques pour essayer de justement perturber le moins possible vos animaux, même si c'est pas évident dans cette période, c'est inédit pour tout le monde. Donc je vous écoute maintenant pour toutes vos questions. Si vous en avez, bien sûr. S'il n'y en a pas, c'est dommage, puisqu'il faut en profiter. Bonjour, je vais bientôt accueillir mon chiot. Aurais-tu des conseils vis-à-vis du confinement pour la sociabilisation? Alors, tu vas accueillir ton chiot pendant le confinement, c'est ça? C'est ce que je disais. Tu peux pas le sociabiliser en fait. Tu peux pas travailler la sociabilisation avec d'autres chiens ou avec des gens. À part avec les personnes qui sont présentes au sein du foyer, tu ne peux pas travailler la sociabilisation puisque on ne peut pas mettre en contact avec d'autres animaux. C'est pour ça que pour moi, adopter un chiot pendant le confinement, c'est pas forcément idéal. Autant un adulte éventuellement, ça peut être pas mal. Autant un chiot, c'est vrai que la sociabilisation, surtout s'il a 2 mois, je pense que ça risque d'être compliqué parce qu'en plus, on risque d'être encore en confinement pendant un petit bout de temps. Et du coup, tu risques de passer tes 3 mois de sociabilisation et de période sensible et ça risque d'être plus compliqué pour lui de gérer la suite. Donc... malheureusement, je ne peux pas te donner d'indication pour travailler la sociabilisation en confinement, parce qu'il n'y a pas de possibilité. Tu ne peux pas le mettre en contact avec d'autres animaux tant que tu es en confinement, donc il faudra le travailler plus tard. Après, par contre, tu peux travailler toutes les bases, hein, donc l'apprentissage de la propreté, toutes ces petites choses-là, en espérant que tu aies un jardin, parce que ça sera plus facile pour le sortir, sinon il faut que tu fasses une autorisation à chaque fois que tu dois descendre ton chien pour lui faire pipi. Mais qu'est-ce que c'est comme chiot aussi? Qu'est-ce que ça va être comme race, qu'on puisse voir un petit peu s'il y a des particularités? Malheureusement, j'ai pas de réponse miracle. J'ai pas bien saisi la différence entre le Zilken et l'Alphasium. Ils m'ont l'air très similaires. Je vois pas à quelle occasion utiliser l'un plutôt que l'autre. Tu pourrais faire une comparaison rapide des deux. Alors, c'est des molécules différentes. Déjà, l'Alphasium, c'est l'alpha-lactalbumine, alors que le Zilken, c'est la caséine, la protéine de lait. L'alpha-casozépine. Après, c'est très similaire effectivement dans l'utilisation. Tu peux aussi bien te servir quand tu te sers du Zilken, tu peux te servir de l'Alphasium à la place. C'est juste qu'effectivement, j'ai plus de données expérimentales sur le Zilken que sur l'Alphasium.
mais que je me sers plus facilement du Zilken parce qu'en fait tu as des dosages beaucoup plus faciles avec le Zilken. Tu as plusieurs dosages alors qu'avec l'alphasium tu as qu'une seule posologie, donc il faut donner X gélules pour un animal qui a un poids plus important. La différence est pas réelle en fait entre l'alphasium et le Zilken, hein. C'est un peu le même principe et tu peux t'en servir dans exactement les mêmes situations en fait, hein. L'alphasium, c'est vrai que dedans c'est plutôt un précepteur de la sérotonine que tu as à l'intérieur, donc plutôt agir sur les manifestations en faveur de la sérotonine. Après, en soi, alphasium et Zilken, tu peux t'en servir de la même façon. Voilà. Coucou, merci pour tous ces conseils. Jusqu'à quand peut-on repousser un rappel de vaccin chien qui aurait dû avoir lieu pendant le confinement? Si c'est le premier rappel annuel, un mois et demi, pas énormément. Si c'est des rappels annuels et que ça fait plusieurs années qu'ils sont bien vaccinés, 2 mois et demi, ça dépend en fait de ton animal, s'il a été correctement vacciné ou pas depuis plusieurs années. Mais sinon, c'est plutôt 2 mois grand max, 3 mois grand maximum. Après, ça dépend des valences qui ont été utilisées, etc. Si c'est la vaccination antirabique, de toute façon, tu n'as pas le choix, c'est très réglementé. Donc, à voir en fonction de chaque animaux, mais si c'est des chiens ou des chats qui ont été vaccinés correctement depuis plusieurs années, le risque est quand même minime par rapport au fait qu'ils soient non protégés, mais effectivement 3 mois de délai, ça sera le maximum à mon avis, surtout pour la leptospirose où il faut faire quand même assez attention. Question confinement chat. Est-ce qu'ils peuvent être perturbés sans en avoir l'air? Je n'ai pas l'impression que Lily soit perturbée par ma présence H24. Elle vit sa vie comme d'habitude, juste que forcément je suis un peu plus dispo pour les câlins. Non, t'en as qui sont pas du tout perturbés. Nous, notre chien, il est absolument pas perturbé qu'on soit là. Ça n'a rien l'air de lui changer, il dort toujours autant, il réclame pas forcément plus de stimulation ou quoi que ce soit. Donc non, tu as des chats et des chiens qui sont tout à fait capables de s'adapter, notamment sur des animaux qui sont équilibrés et qui sont pas tout jeunes. Y a pas de le risque est quand même minime, à moins que toi tu sois tout le temps sur leur dos et que du coup eux ils puissent en avoir marre en fait. C'est plutôt ça, ils ont l'habitude d'être tranquilles. Si toi tu es tout le temps là, le plus gros problème c'est plus où tu vas avoir des familles par exemple, des familles avec les enfants. Là les enfants ils risquent d'être tout le temps sur le dos des animaux, forcément plus puisqu'ils doivent s'occuper eux aussi, et là ça risque de créer une perturbation plus importante pour les animaux, mais en soi c'est tout à fait possible que l'animal se sente très bien et qu'il soit pas perturbé, tant mieux. Quelles sont les conditions à réunir pour qu'une rencontre chien-chat ou chaton se passe bien dans un cas où le chien connaît très bien les chats mais le chat ne connaît pas les chiens? Alors pour que ça se passe bien, il faut laisser la possibilité aux deux protagonistes de fuir si jamais ça va pas, que l'un des deux ne se sent pas bien. Surtout pour les chats, toujours leur laisser la possibilité de se cacher et d'aller se mettre en hauteur. Si le chien est équilibré, qu'il a l'habitude des chats et qu'il n'est pas agressif ou quoi que ce soit, l'idéal c'est de laisser faire. Il ne faut pas forcer le contact, donc ne prenez pas votre chat sur les genoux et rapprochez votre chien, ou ne prenez pas le chien en le mettant sur le chat ou quoi que ce soit. Laissez-les communiquer. Si le chat n'est pas à l'aise, vous lui laissez la possibilité de fuir et vous forcez surtout pas le contact, surtout si c'est dans le cadre où le chien connaît très bien les chats. A priori, ça doit bien se passer. Le chat, idéalement, il faut, si vraiment c'est une source de stress pour lui, rajouter du Zilken et du Feliway le temps qu'il s'habitue à la présence du chien. C'est le principal. Et toujours lui laisser la possibilité de s'isoler, ça c'est vraiment important. Et lui laisser des moments surtout où il est du calme. Si le chien a tendance à être un peu casse-pied, à embêter le chat ou quoi que ce soit, il faut toujours lui laisser la possibilité d'être dans une pièce à part et de se retrouver au calme tranquille, quoi. J'espère que ça répond à tes questions, n'hésite pas à recommander derrière. J'ai une amie qui a une chienne, berger tervuren non stérilisée de 4 ans. Elle l'a eue lorsque la chienne avait 6 mois et qui aboie lorsqu'elle et sa sœur essaient de sortir du jardin. Mais pas leurs parents ni leurs frères. Elle aboie et mord à travers le grillage. C'est apparu suite à l'arrivée d'une autre chienne stérilisée il y a 2 ans. Ok, alors... Elle aboie en gros... Attends, j'essaie de comprendre. Une chienne qui aboie lorsqu'elle et sa sœur essaient de sortir du jardin, mais pas leurs parents, et elle mord à travers le grillage. Ça, c'est typiquement des agressions, enfin, c'est typiquement du contrôle. Hein. Donc, certainement qu'elle veut pas que ton amie et sa sœur sortent.
et donc elle essaye de gérer. Donc quand c'est comme ça, il faut absolument pas, il faut la faire rentrer à l'intérieur et travailler sur la communication posturale. Donc si quand ton amie et sa sœur commencent à sortir, elle commence à aboyer, ce qu'il faut surtout, c'est que ton amie et sa sœur se mettent l'une à côté de l'autre, en face de la chienne. Donc la chienne est là, les deux se mettent comme ça face à elle, lui disent non et la renvoient à l'intérieur. Et surtout, dans ces cas-là, il ne faut pas lui laisser la possibilité de sortir. Il faut la mettre à l'intérieur. Dans ces cas-là, si jamais elle sort avec eux et qu'elle aboie, il faut la mettre à l'intérieur, surtout si elle risque de pincer à travers le grillage. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses à gérer. Peut-être qu'elle gère pas mal de choses. Il faut quand même savoir que les bergers, ça a plutôt tendance à être assez dans le contrôle, hein, puisque c'est leur fonction première. Logiquement, ils sont censés gérer tout ce qui est groupe. Ils sont beaucoup dans la gestion. Donc peut-être qu'il y a d'autres choses qu'elle gère pas mal et qu'il faut voir un petit peu si elle n'a pas tendance à gérer justement les entrées et sorties des personnes, etc. et essayer de réguler ce genre de choses. Coucou, je te repose une question avec un peu plus de détails par rapport aux chiens de propriétaires. C'est un berger assez anxieux et gardien. Ils ont une baie vitrée que le chien garde. Ils ont essayé la proxémie. Le chien aboie. L'un des deux se lève, va voir et envoie le chien au panier. Sur le coup, le chien arrête, mais il rapporte que le chien est de plus en plus sur ses gardes, sachant que le chien n'a pas accès à cette pièce en absence des proprios. Alors, ça c'est pendant le confinement ou en dehors du confinement ou de manière générale. Donc, berger assez anxieux et gardien, ils ont une baie vitrée que le chien garde, ils ont essayé... Donc, attends, le principe de la proxémie, c'est d'aller voir. Il faut pas dire au chien de retourner au panier, en fait. Il faut aller voir à la porte, se mettre devant le chien, faire demi-tour sans rien dire au chien, aller s'asseoir, rappeler le chien, lui demander un assis et le féliciter. Ok ? Il faut vraiment travailler comme ça. Il faut systématiquement au départ se lever, à chaque fois que le chien aboie. Et à partir du moment où le chien commence à aboyer et à avoir un regard envers son maître, là, le propriétaire est plus forcément obligé de se lever. Il peut juste le rappeler, le remercier et ça s'arrête là. Là, ce que tu me dis, c'est qu'ils ont essayé du coup et qu'il est de plus en plus sur ses gardes, sachant que le chien n'a pas accès à cette pièce en absence des proprios. Il est de plus en plus sur ses gardes, mais du coup, pendant le confinement... Parce que du coup, le confinement, ça perturbe pas mal de choses aussi. Est-ce que tu as vérifié que tout le cadre était correct, que le reste de la sémiologie est correct, c'est-à-dire que l'alimentation est gérée, que les contacts sont gérés, etc. Si les propriétaires, ils lui demandent de gérer pas mal de choses, mais que ça, ils veulent pas qu'il le fasse, c'est un peu compliqué. Empêcher un chien d'aboyer, c'est pas possible. C'est la fonction primaire du chien. Donc, il faut juste lui faire comprendre qu'il n'a pas à gérer ce genre de choses. Si après, c'est vraiment la baie vitrée qui pose problème, bah, dans ces cas-là, il faut occulter la partie basse de la baie vitrée, ou ne pas lui laisser accès à cette pièce-là. Mais si tu me dis qu'il n'a pas accès à cette pièce en absence des proprios, mais qu'il est de plus en plus sur ses gardes, je comprends pas trop. Donc, dans quel contexte il est sur ses gardes? Donc là, il faut que tu me complètes un petit peu ta sémio. Et puis encore une fois, je peux répondre à vos questions, mais je peux pas résoudre un cas clinique juste avec quelques phrases non plus. Donc je vais essayer de vous aider, mais... Comment différencier cliniquement un chien sociopathe d'un chien scésipathe? Un chien scésipathe, ça n'existe pas. La scésipathie, c'est que chez le chat. Donc tu peux pas faire de différence puisque ça n'existe pas. La scésipathie, c'est vraiment un trouble de la relation. Je vous ferai une conférence là-dessus aussi. Justement, c'est un trouble de la relation avec de l'agressivité, justement, en général, entre le chat du chat envers le propriétaire. C'est uniquement chez le chat, la scésipathie. Chez le chien, il y a uniquement la sociopathie. Et chez le chat, uniquement la scésipathie. Bonjour Océane, faut-il sanctionner les aboiements chez un chiot de 2 mois lors de jeux avec un chien adulte? Jeux qui ont lieu en appartement, confinement oblige. Si oui, comment? Pourquoi tu veux sanctionner? Est-ce que ça te gêne déjà? En gros, pour moi, je sanctionne que les comportements qui sont inadaptés. Si là, c'est parce qu'il monte en excitation et que du coup, il a du mal à se contrôler, dans ces cas-là, il faut redescendre d'excitation. Mais en fait, il faut vraiment penser, quand vous voulez modifier le comportement de votre animal, il faut penser en positif. C'est-à-dire, plutôt que de dire « je veux pas qu'il fasse ça », il faut vous dire « je préfère qu'il fasse ça à la place ». Et donc du coup, si tu veux pas qu'il aboie, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à la place? Tu veux qu'il soit calme. Donc il faut lui apprendre à jouer dans le calme. Donc moi, je sanctionnerai pas, je sais pas comment tu veux sanctionner en plus, mais
En gros, si c'est quand s'il se met à aboyer parce qu'il monte trop en excitation, soit le chien adulte est capable de le réguler et donc le calme et lui apprend, soit le chien adulte n'est pas capable de le réguler. Dans ces cas-là, quand tu vois que ça monte trop en excitation, bah, tu récupères le chiot, tu lui redemandes de redescendre de son excitation et tu le laisses retourner dans le jeu quand il est plus calme et qu'il arrête d'aboyer. Voilà, je ne sais pas si ça répond trop à ta question, n'hésite pas à recommander derrière. Alors, je laisse mon chiot tout seul régulièrement dans le salon depuis le début du confinement, mais depuis hier, il pleure pas mal, 35 minutes non-stop cet après-midi. Comment il faut que je gère ce moment? Faut-il que je le laisse pleurer même pendant 1 heure? Merci beaucoup. Alors, tout dépend des pleurs qu'il fait. Est-ce que c'est des vocalises, vraiment genre des gémissements, ou est-ce que c'est plutôt des aboiements de mécontentement? Normalement, tu es capable de faire la différence entre les deux. Vraiment, un chien qui semble malheureux, c'est vraiment des petits gémissements, genre vraiment des pleurs en fait. Alors que sinon, c'est vraiment, quand c'est plus du mécontentement d'être tout seul, c'est vraiment des aboiements plus caractériels. Tu sens la différence. Si vraiment c'est de la détresse, dans ces cas-là, ça veut dire que tu le laisses longtemps, peut-être un peu trop. Seul un peu trop longtemps. Donc, au moment où il arrête d'aboyer, dans ces cas-là, tu ouvres la porte. Tu vas le voir et puis tu refermes la porte derrière. Mais tu profites de la fraction de seconde où il a arrêté d'aboyer pour aller le récompenser. Si c'est du mécontentement, il faut que tu le laisses aboyer et attendre qu'il se calme pour aller le voir. Si c'est vraiment des gémissements et que c'est de la détresse, dans ces cas-là, il faut essayer de comprendre ce qui ne va pas. Après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu le laisses tout seul, mais par exemple, sur les chiots, pour leur apprendre à rester seul, il faut leur apprendre à s'occuper seul. Donc tu peux lui laisser un bois de serre par exemple pour qu'il s'occupe tout seul à ce moment-là, ou un Kong rempli de kiri congelé, et là il va pouvoir s'occuper tout seul et il va pouvoir rester tout seul pendant un petit peu de temps. Ou alors tu le laisses tout seul quand tu viens de le sortir, il est fatigué, il s'est endormi, hop, tu changes de pièce et puis tu vas ailleurs et tu le laisses tout seul. En fait, il faut cibler vos moments. S'il est hyper en éveil, hyper en demande à ce moment-là, tu vas pas le laisser tout seul à ce moment-là. Il faut vraiment que tu le laisses tout seul quand il est calme, que tu peux l'occuper et que tu peux qu'il est en train de dormir, et ben là tu en profites pour le laisser seul et qu'il soit habitué. Plutôt travailler comme ça en fait. Alors, Polly est toujours une chienne très anxieuse et maintenant encore plus quand il y a des passants avec ou sans chien. Est-ce que tu conseillerais le retour à l'école tout de suite ou plutôt à petite dose, exemple 2 jours par semaine, ou alors bien gérer pour la sortir qu'avec les congénères qu'elle apprécie, parce qu'elle devient de plus en plus réactive chez mes parents, donc j'aimerais la ramener à l'école au plus vite, mais c'est à peine moins stressant. Un peu compliqué avec les chiens hyper anxieux là pendant le confinement. De toute façon, Polly, je pense qu'il faut qu'on la médicalise parce que là, ça devient compliqué et je pense qu'il faut la médicaliser quoi qu'il arrive parce que on a pris trop de retard. Je pense qu'il aurait fallu même qu'on la médicalise il y a quelques temps. Mais il faut qu'on en reparle même en privé de Polly parce que si vraiment ça se passe pas bien, il faut qu'on voit un peu comment améliorer les choses. Le problème c'est que tu peux pas la mettre en contact avec des gens pour le moment vu le confinement, tu peux pas la mettre en contact avec d'autres chiens, la ramener sur l'école si c'est pour que ça la stresse plus. De toute façon tu n'auras pas de contact quoi qu'il arrive même sur l'école. Logiquement, vous n'êtes pas censé vous retrouver en tant qu'étudiant sur le campus. C'est prendre des risques inutilement parce que c'est pas parce que vous n'avez pas de signe clinique que vous n'êtes pas porteur. Donc faites attention à ça, essayez de respecter le confinement. Alors je sais, vous êtes peut-être tout seul, etc. C'est pas rigolo, je comprends bien. Mais essayez de respecter au maximum les choses et de ne pas laisser jouer votre chien avec d'autres chiens et de ne pas interagir entre vous le moins possible. Donc la ramener sur l'école, je suis pas sûre que ce soit mieux parce que finalement elle risque d'entendre des chiens en bas aboyer ou de croiser du monde sans forcément que tu puisses la travailler, donc je suis pas sûre que ce soit le mieux. Alors dans mon cas c'est le chat de mes parents qui attaque mon chien, il en a maintenant très peur. C'est ton chien qui en a peur ou ton chat? Ça, là je comprends pas trop. Oui, si le chat de tes parents n'a jamais eu l'habitude, encore une fois, il faut lui laisser la possibilité d'être tout seul dans une autre pièce et de fuir et apprendre à ton chien à respecter le chat et à pas aller l'embêter dans ces cas-là. Ça c'est vraiment important. Donc occuper ton chien sur des choses et puis laisser le chat dans une autre pièce à part pendant plusieurs heures pour qu'il soit tranquille et laisser la possibilité à ce qu'il soit en contact régulièrement dans la journée, mais les laisser interagir et laisser faire. De toute façon, ton chien va bien finir par comprendre qu'il faut pas interagir avec le chat. Donc si c'est ton chien qui a très peur du chat maintenant, du coup il l'embête plus et c'est pas plus mal. Donc au moins ils sont tranquilles. Après si ça le terrorise et que du coup il ose plus rien faire, dans ces cas-là il faut que ton chien soit aussi tranquille à des moments et c'est pour ça qu'il faut isoler le chat aussi dans un endroit autre qu'en présence du chien.
Est-ce que l'hyperattachement chez le chat est comparable à ce qu'on a chez le chien? Est-ce forcément lié à de l'anxiété et comment le prendre en charge quand c'est déjà bien en place? Oui, l'hyperattachement, c'est comparable à ce qui se passe chez le chien. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir des chats, alors ça peut être des hyperattachements différents. Et de toute façon, je vais vous faire une conf là-dessus, hein, sur l'hyperattachement et l'anxiété, justement, en l'absence. Oui, ça peut être comparable au chien, donc c'est-à-dire qu'un chat qui va attendre le retour de ses propriétaires, qui va être très collant, qui va être très anxieux quand le propriétaire n'est pas là. Est-ce forcément lié à de l'anxiété? Alors c'est pas l'anxiété qui provoque, enfin tu peux avoir de l'anxiété qui provoque l'hyperattachement, hein. Tu peux avoir un autre trouble qui provoque l'hyperattachement, mais en tout cas l'hyperattachement va provoquer de l'anxiété la plupart du temps, puisque tu peux pas être là en permanence. Donc le fait que tu sois absente, ou le fait qu'il y ait personne dans la maison, pose problème et rend anxieux ton chat. Comment prendre en charge? Ça dépend quel type d'anxiété, quel type d'hyperattachement c'est, à quoi c'est lié. Là, je peux pas te répondre juste avec 2 informations. Il me faut beaucoup plus d'informations sur le chat pour savoir comment répondre. Est-ce qu'il y a un autre trouble sous-jacent? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Comment ça se manifeste l'hyperattachement? Comment réagit le propriétaire avec le chat, etc. Il me faut beaucoup plus d'informations pour te répondre. Mais ça va être des choses, les choses basiques en cas d'hyperattachement. Après, le problème, c'est qu'on est en confinement, là, encore une fois. C'est de ne pas répondre aux demandes d'attention du chat et lui apprendre à travailler sur l'autonomie. Donc, lui proposer des jeux d'autonomie. Encore une fois, des petits jeux, par exemple, comme la tour que je vous ai montré, ça existe aussi chez le chat. Donc, lui apprendre à être indépendant, à le laisser tout seul dans la journée, ne pas renforcer l'excitation au moment des retours à la maison, éviter de faire des grosses fêtes donc au retour et faire de l'ignorance pendant au moins un quart d'heure avant de partir de la maison, etc. Donc, travailler des petites choses comme ça. Mais encore une fois, il me faut un peu plus d'infos. Alors... De manière générale, oui, mais là, il me manque des infos aussi. Comment tu expliques un chien qui va aller séparer 2 autres chiens qui jouent ensemble sans forcément que ces 2 chiens jouant soient en conflit? Mais il le fait aussi s'il y a un conflit. C'est un chien régulateur. T'as pas forcément besoin qu'il y ait un conflit pour que le chien intervienne, hein. Si le jeu est un peu trop brut ou pas correct, le chien peut intervenir. Moi, le mien, il intervient quand il y a des conflits, mais pas forcément que quand il y a des conflits. Une fois, on a fait une balade avec 2 chiens, 2 jeunes chiennes. Le jeu était anarchique, ça aboyait de partout, ça se courait dessus. C'était trop, en fait, c'était trop violent. Le mien était en permanence en train d'essayer de les séparer pour leur dire maintenant c'est anarchique, ça va pas. Si le chien qui sépare, il est très équilibré, il a tendance à être régulateur comme ça. Au contraire, il a tendance à réguler justement et à dire oulala, ce que vous faites c'est n'importe quoi. Soit c'est ça, soit c'est ça me plaît pas que vous interagissez pas ensemble. Donc ça dépend comment est-ce qu'il interagit. Pour ça, il me faut des vidéos et connaître un petit peu plus de choses aussi sur l'animal. Pour l'adoption d'un jeune chiot, je comprends bien que ça ne soit pas le moment pour en prendre un, mais si cela signifie qu'il va rester dans la structure où il était, est-ce que ce n'est pas moins grave de l'adopter maintenant et de socialiser après le confinement plutôt que de l'adopter seulement après le confinement? Eh bien, tout dépend de la structure dans laquelle tu l'adoptes, parce que dans la structure dans laquelle tu l'adoptes, l'avantage c'est qu'il y a d'autres chiens. Donc il pourra continuer sa sociabilisation avec les autres chiens. Après, si c'est une structure où effectivement c'est très isolé, où il n'y a absolument aucun bruit environnant, de toute façon, chez toi, tu ne pourras pas beaucoup le sortir, tu ne vas pas croiser beaucoup de voitures, parce qu'à l'heure actuelle, même quand tu es en ville, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Donc oui, il vaut mieux effectivement que ce soit toi qui le récupères, parce que sinon, tu risques de pas... Enfin, ce sera plus compliqué pour qu'il s'habitue à son nouvel environnement, ça c'est sûr, mais effectivement tu perds ce côté sociabilisation avec les autres chiens. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux le sortir maintenant de son environnement, à moins que ce soit un environnement hyper enrichi, avec des enfants, des chats, des chiens, etc. Mais c'est sûr que pour toi ça sera plus compliqué après derrière, parce qu'il aura moins l'habitude de son... Enfin, ça sera plus compliqué pour l'habituer à son nouvel environnement. Donc oui, c'est sûr qu'il vaut mieux que tu le prennes maintenant. Mais bon, c'est vrai que c'est pas idéal du fait du confinement. Après, l'avantage du confinement, c'est que tu peux lui apprendre plein de choses. Tu as plus le temps, etc. Mais il faut quand même que tu prennes le temps de lui laisser des moments où il va être tout seul. Donc par exemple, nous quand on avait pris notre chien, moi j'étais en 2e année. Donc j'avais mes après-midi de libre, j'étais absente les matinées et je l'avais pris sur un long week-end, donc pour l'habituer progressivement aux absences. Donc je prenais le temps de partir au moins 1 heure par jour les premiers jours,
quand j'étais tout le temps là pour le laisser tout seul. Et puis après, bah, j'étais absente toutes les demi-journées, donc enfin quasiment toutes les demi-journées. Donc c'était bien, ça lui apprenait à rester seul. Donc là, c'est pareil, il va falloir que tu lui apprennes à rester seul une demi-heure dans la pièce, et puis 1 heure, etc. Et que tu mettes en place les règles, le cadre dès le départ. Lui apprendre à son lieu de couchage, éventuellement, si c'est possible dès le départ, de le mettre dans une autre pièce que la tienne, que ta chambre pour dormir, ça c'est bien, sauf si la première nuit il est en détresse, effectivement, le laisse pas en détresse et mets-le dans ta chambre. S'il n'est pas en détresse, tu l'habitues dès le départ à être dans une autre pièce, etc. Puis dans la journée, tu prends l'habitude de le laisser seul un petit peu dans une autre pièce à part et de l'occuper tout seul, quoi. Actuellement confiné chez mon père, mon chien vit avec sa chienne de 8 ans qui a jamais aimé jouer. Du coup, quand on joue dans le jardin avec mon chien, elle lui court après en aboyant et le bouscule pour couper le jeu. Doit-on la laisser faire ou comment peut-on l'en dissuader ? Si tu veux l'en dissuader, tu la laisses à l'intérieur, tout simplement. Si elle l'empêche de jouer alors que tu es en train de jouer tranquillement avec lui, à partir du moment où le jeu que tu as avec lui est tout à fait correct, tu as le droit de passer des moments aussi uniquement avec ton chien, et dans ces cas-là, la chienne, tu la mets à l'intérieur quand toi tu joues à l'extérieur avec ton chien. Tout simplement. Je rebondis sur la scésipathie. La chatte de ma mère l'a encore mordu l'autre jour. Elle était couchée tranquille sur ses genoux, la tête sur sa main. Ma mère a voulu retirer sa main et la chatte lui a sauté dessus. Ce n'est pas la première fois. Penses-tu que le Zilken peut suffire à la calmer ? Tu peux déjà tenter le Zilken en attendant qu'elle fasse une consultation de comportement, mais si tu as effectivement régulièrement des attaques comme ça ressemble effectivement à de la scésipathie. Probablement que la communication n'est pas bonne. Après, ce qu'il faut, c'est faire comprendre. Dans ces cas-là, si vraiment ça pose problème et que ça arrive régulièrement, que ça se passe comme ça, il faut que la chatte ait le droit de monter sur le canapé, mais pas sur les genoux, éventuellement sur un plaid. Tu vois ? Pour qu'il n'y ait pas de souci de morsure, parce que ta maman, elle va forcément se déplacer à un moment donné, elle a le droit de bouger, donc ça, c'est pas admissible. Après, peut-être qu'il faudrait qu'elle la prévienne avant de bouger la main. Peut-être que la chatte a été surprise et que du coup, elle l'a mordue à ce moment-là. Peut-être qu'il faudrait qu'elle la prévienne et qu'elle anticipe en lui jetant un jouet à ce moment-là pour qu'elle se défoule ou quelque chose comme ça, tu vois. Ah, je parlais uniquement du retour, pas par rapport au confinement. Ah oui, d'accord. À voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner le retour de confinement. On verra déjà dans combien de temps c'est. On en rediscutera à ce moment-là. Peut-être qu'il faudra faire ça progressivement, oui, pour éviter de trop l'angoisser. Mais peut-être qu'il faudra qu'on la médicalise avant de la ramener aussi sur la cité. Et c'est ah oui, donc c'est bien le chien qui est flippé par le chat. Et bien si c'est le chat qui attaque, dans ces cas-là, il faut absolument que tu mettes le chat dans une autre pièce aussi et que tu laisses ton chien souffler régulièrement. Après, tu peux anticiper, hein, quand tu vois que si le chien est couché et que le chat vient de l'attaquer, quand tu vois que le chat s'approche, tu peux interrompre la séquence aussi, dire non au chat et puis lui jeter un jouet derrière pour qu'il se défoule. Si par contre le chat attaque quand le chien s'approche, dans ces cas-là, il faut que tu limites les contacts, enfin que tu vois comment le chien réagit aussi. Peut-être que le chien pourrait lui grogner dessus et répondre au chat et calmer le jeu. Mais dans ces cas-là, tu interviens quand c'est vraiment le chat qui vient embêter le chien. Quand le chien est couché tranquille, tu peux interrompre la séquence aussi. Et puis surtout laisser la possibilité au chien d'être tranquille dans la journée, quoi. Alors, c'est en général pas que pendant le confinement. Le chien est dans une pièce à part en absence des proprios. Je pense qu'il gère bien tout le reste. Il n'a pas de prérogatives. Moi, j'ai vu un chien très équilibré en consulte et balade. En gros, ils ont l'impression que de lui avoir apporté de l'attention lorsqu'il aboie, aller voir sur ce qui se passe, a favorisé le côté gardien. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire que ça a été renforcé, que ça n'a pas été bien fait. Du coup, je ne sais pas quoi leur conseiller de plus à part les rideaux, mais bon, ils n'étaient pas super partants. Et du coup, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe sur ce chien, en fait ? Quand est-ce qu'il aboie ? Quel âge il a, depuis quand il aboie, et ça m'étonnerait qu'il y ât que ce côté gardien. Mais et puis c'est quoi comme type de chien, tu m'as dit? Je crois que c'est un tervuren. Mais il me faut un petit peu plus d'éléments. Redis-moi âge du chien, quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce qu'il aboie, et comment les propriétaires réagissent, et qu'est-ce qu'ils faisaient avant du coup, et du coup, si tu me dis que le chien est dans une pièce à part en absence des proprios, ça pose pas de problème. Du coup, quand ils sont pas là, il aboie pas. Voilà, donne-moi un peu plus d'éléments, parce que là, il me manque des détails. J'ai eu une autre question par rapport à mon chiot de 5 mois, Panoramix, oui, je vois qui c'est.
Si on veut travailler dans le jardin et qu'on ne veut pas qu'il vienne avec nous, il ne supportera pas rester seul à l'intérieur. Ou alors je sors dehors et il veut me rejoindre malgré qu'il y ait le reste de ma famille à l'intérieur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour lui apprendre à attendre qu'on revienne ou qu'on l'autorise à sortir sans qu'il le considère comme une punition? Idem quand je souhaite qu'il soit isolé dans une pièce à part à l'écart du monde. J'ai pas bien compris ta question, mais si ton chien supporte pas que tu sois à l'extérieur alors qu'il y a du monde à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a potentiellement un hyperattachement et pas de détachement primaire surtout. Parce que là, c'est un hyperattachement primaire. Si c'est toi qui vraiment la source d'angoisse, ça veut dire que tu n'as pas créé un bon détachement. Donc ça veut dire qu'il faut que tu travailles là-dessus. Surtout à 5 mois, ça veut dire qu'il faut que tu ne répondes plus à ces demandes d'attention. Ça, c'est vraiment important. Que tu ignores ces demandes d'attention et que tu sois à l'initiative et que tu lui apprennes à s'autonomiser. Donc apprends-lui à faire des jeux autonomes. Apprends-lui à s'occuper, par exemple, au lieu de le laisser derrière la baie vitrée quand toi tu vas à l'extérieur, tu le mets dans une autre pièce pour pas qu'il voit que tu sois à l'extérieur. Donc tu le mets dans la cuisine. Tu fermes la porte derrière toi, tu lui laisses un jouet pour s'occuper à ce moment-là, et puis tu vas dans le jardin. Et puis tu écoutes, tu vois s'il aboie ou quoi que ce soit, et puis tu reviens quand il est calme. Quand il est calme, tu rouvres la porte, mais sans t'intéresser à lui. Simplement, tu ouvres la porte, et puis tu attends qu'il s'intéresse plus à toi, et là, tu interagis avec lui. Mais il faut que de manière générale, il faut que tu travailles dans le calme avec lui. À partir du moment où il est excité avec toi, et qu'il est très excité, très content, et qu'il veut une interaction, mais dans l'excitation, tu ignores. Une fois qu'il est calme, tu interagis dans le calme avec lui. Et après, complète un peu de ta question, peut-être parce que j'ai pas forcément tout compris ce que tu voulais. Mais voilà, n'hésite pas à compléter. Quels sont les signes comportementaux de la prédation chez le chien ou comment voir qu'un chien est prédateur avant qu'il ne mange le chat de la maison? Est-ce que c'est gérable? Et si oui, tu as quelques pistes. Un chien est prédateur uniquement sur des animaux ou des personnes qu'il n'a jamais vues étant petit. Donc si dans ces 3 premiers mois, il n'a jamais vu de chat ou jamais vu d'enfant, il peut potentiellement déclencher la prédation. Ça ne veut pas dire qu'il le sera forcément. Mais un chien ne peut pas être prédateur si dans ces 3 premiers mois, il a vu des chats ou des enfants. D'accord? Déjà, ça, c'est la première chose. Les signes de la prédation, les chiens, quand ils font de la prédation sur des petites proies, ils vont bondir en avant. Tu sais, avec les 2 pattes, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu vos chiens faire ça quand ils sont dans la nature et qu'ils essayent de chasser le mulot ou quoi. Hop, ils bondissent comme ça sur la proie. Ça, c'est typiquement de la prédation. En général, tu le vois, déjà l'être qui est prédaté, pour chasser, qui est la proie, l'être qui est proie a peur, très très peur. Donc souvent quand c'est des prédateurs d'enfants, les enfants ont peur. Quand c'est des prédateurs de chats, les chats ont très très peur. Ils sentent qu'il y a quelque chose et puis le chien va fixer. Vraiment, ça va être des fixations très importantes. Il va guetter le moindre mouvement du chat et puis il va avoir des mouvements vraiment de prédation en fait. Tu arrives à peu près à le voir. Et après, si tu les as déjà laissés en contact et qu'il ne s'est jamais rien passé, c'est que c'est pas de la prédation, c'est juste de l'excitation et de l'omnubilation et qu'il a du mal à réguler sa frustration de ne pas pouvoir jouer avec le chat. Si c'est de la vraie prédation, c'est pas gérable. Tu peux pas. La prédation, c'est un instinct. Et donc, tu pourras pas empêcher le chien de manger le chat. Donc, il faut pas les laisser en contact, sans surveillance. Ça, c'est clair. Et il vaut mieux pas les laisser ensemble du tout parce que tu pourras pas le surveiller en permanence. Oui, c'était pour l'argot, j'ai reconnu ton pseudo. C'est des gémissements pleurs qu'il fait dès que je ferme la porte. Je vais essayer de lui mettre plus d'occupation quand je le laisse seul du coup. Merci encore, ça me fait de la peine parce qu'il restait très bien tout seul avant le confinement. Et oui, je sais, le confinement perturbe beaucoup. C'est pour ça qu'il faut que tu reprennes des bonnes habitudes. Essayez vraiment de ne pas modifier vos habitudes. La plupart du temps, vous vous dites... je suis sûre que dans la matinée, vous êtes en train de travailler, puis à un moment donné, il est 10h et vous vous dites « Oh, bah je ferais bien une petite pause, je vais jouer avec mon chien. » Bah non. Vous vous forcez à le laisser tout seul. Il est censé être seul à ce moment-là, donc ne modifiez pas vos habitudes. Essayez vraiment de les modifier au minimum. Et si votre chien, vous voyez qu'il est en train de tourner en rond ou quoi que ce soit, eh bien vous le laissez et vous attendez qu'il soit plus calme pour interagir avec lui. Parce que sinon, il va prendre vraiment cette habitude de vous demander quelque chose et de l'obtenir. Alors que finalement, quand il va se retrouver tout seul, il ne pourra plus avoir autant d'interaction. Donc ça, c'est vraiment important. Avec ton chiot, réhabitue-le progressivement. Du coup, si tu vois que là, ça va pas trop, bah, tu le réhabitues progressivement. Dès que tu vois qu'il est en train de dormir, t'en profites, tu changes de pièce. Hésite pas à l'occuper avec plein de choses pour qu'il se défoule et que ça le fatigue et que tu puisses le laisser seul. Ça va revenir progressivement, t'inquiète pas. Bonjour Océane. Concernant le piquage chez le chien ou chez le chat, quel est le diagnostic différentiel d'un point de vue comportemental? Est-il possible que ce soit lié à un problème de sevrage?
Oui, tu peux avoir un problème de sevrage qui explique du pica. Après, est-ce que c'est vraiment du pica ou est-ce que c'est de la boulimie? Attention, est-ce que c'est vraiment des choses non comestibles? Attention à pas faire la différence, enfin à faire la différence entre je mange tout ce que je trouve d'alimentaire, donc je fais les poubelles, etc., ou je mange tout ce que je trouve, y compris non alimentaire. Si c'est alimentaire, ça peut être de la boulimie, il faut faire attention à tout ce qui est quand même alimentation, enfin les besoins qui sont comblés, etc. Si tu veux vraiment que des réponses comportementales, des troubles comportementaux, tu peux avoir tout ce qui est déficit d'autocontrôle, HSHA, qui peut expliquer du pica. Et puis tu peux avoir aussi tout ce qui est anxiété permanente. En fait, une activité substitutive dans l'anxiété, c'est la boulimie. Donc ils peuvent faire du pica aussi pour s'occuper quand ils sont très anxieux. Tu peux avoir du pica, des destructions. Alors, est-ce qu'il ingère vraiment, hein? Tu peux avoir des destructions, en tout cas en l'absence, quand tu as de l'anxiété de séparation, quand tu as un HSHA, encore une fois, quand tu as de la sociopathie aussi. Tu peux avoir tout ça. Tu as aussi tous les animaux qui manquent de dépenses. Par exemple, un milieu pas assez enrichi, tu peux avoir du pica ou des destructions. Ça dépend, il faut vraiment être sûr que ce soit du pica, hein. Encore une fois, que la définition soit bonne. Mais oui, ça peut être un problème de sevrage, tout à fait. Dans le HSHA, c'est un problème de sevrage. Est-ce que c'est possible de faire cohabiter des rats avec un chat? Bien sûr, sachant que je vis en studio, donc la cage serait forcément dans la pièce de vie du chat. J'ai surtout peur que mes rats soient très stressés par la présence du chat. C'est tout à fait possible de faire cohabiter des proies avec des prédateurs, à partir du moment où ils sont habitués. Si par contre ton chat a eu l'habitude d'avoir accès à l'extérieur et de chasser les rats, les mulots, etc., ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais vous pouvez très bien faire cohabiter les chats et les chiens, hein, alors que les chiens, c'est quand même des prédateurs de chats. Les chats et les lapins, les chats et les hamsters, les chats et les furets, les chiens et les furets. Enfin bon, tout est possible. Après, il faut surveiller, voir comment ça peut se passer. Donc idéalement, le mieux, c'est de faire un test avant de prendre certains animaux. Quand vous n'êtes pas sûr de la sociabilisation de votre animal de base, il faut toujours tester avant, c'est mieux. Et puis il faut, idéalement, si tu es en studio, effectivement, le problème c'est que tu ne peux pas les séparer si jamais ça ne va pas. Donc il faut de l'habituation progressive. Après, si tu as de la prédation, ça risque d'être compliqué. Mais par contre, si c'est juste de la crainte, etc., tu peux faire une habituation progressive en apprenant à ton chat à ne pas toucher au rat, et puis en laissant la possibilité au rat d'avoir accès à l'appartement en dehors de la présence du chat aussi. Ça, c'est possible. Tu peux mettre le chat dans la salle de bain pendant une demi-heure et les rats peuvent vaquer à leur occupation à ce moment-là. Voilà. Mais oui, tu peux avoir une habituation. Après, il faut voir quelle est la compétence de chaque animal. Tu disais tout à l'heure qu'en cas de détresse la première nuit, on pouvait mettre le chiot dans sa chambre. Ça ne risque pas de poser problème ensuite si on veut le faire dormir ailleurs que dans la chambre des proprios. J'avais toujours cru entendre qu'il ne fallait pas céder la première nuit. Non, ça posera pas de problème. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a plein d'éducateurs qui disent ça et plein de vétérinaires qui disent même si votre chien il pleure, laissez-le pleurer. Mais c'est horrible. Vous verrez quand vous allez avoir des enfants, votre bébé, votre nourrisson de quelques jours, vous allez voir que quand il va pleurer, vous allez aller le voir. Parce que quand ils sont tout petits comme ça, c'est de la détresse, c'est pas du caprice. Après, il faut faire la différence entre détresse et caprice. Si c'est un chiot qui juste aboie, l'air de dire « Oh bah dis donc, t'es où ?» voilà, et que c'est pas vraiment de l'inquiétude, tu peux laisser. Si vraiment ton chien il est en détresse, il est hors de question de le laisser en détresse dans le salon. Tu vois, ça dépend. Enfin, je dis pas que ton chien aboie, tu le prends dans la chambre. J'ai pas dit ça. S'il est en détresse, tu le prends dans la chambre. Bien sûr, tu vas pas laisser ton chien en détresse. Tu vas lui apprendre la détresse acquise. Donc, c'est-à-dire qu'il va, il saura qu'il peut pas compter sur toi en fait. Donc, quand il sera stressé et paniqué, ça servira à rien d'appeler son maître parce que son maître il sera pas disponible. Donc, surtout pas. Non, moi je suis pas pour. C'est ce que j'explique aux gens. Si votre chien il chouine un tout petit peu, laissez-le chouiner. Si ça dure 5 minutes et qu'il s'arrête, parfait. On n'intervient pas. S'il chouine un peu plus, vous pouvez aller le voir et lui dire non. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis on voit si ça se calme. Si vraiment c'est la détresse, que quand vous allez le voir, il est en train de trembler, il salive, il a uriné partout, prenez-le dans la chambre. Le mettez pas sur le lit, mais prenez-le dans la chambre. Et puis progressivement, vous allez voir, vous pouvez le faire sortir de la chambre et le faire aller dormir dans le salon sans problème. Sans problème, ça se passe très bien. Moi, j'ai eu beaucoup de chiots en famille d'accueil, des très très jeunes, pas sevrés, donc de 4-5 semaines. Au début, c'était impossible pour eux de ne pas dormir dans la chambre. C'était la détresse... c'était vraiment une détresse. Donc, ils ont dormi dans la chambre. Même au début, ils ont même dormi sur le lit, tellement c'était la détresse. À 1 mois, je me souviens, la petite chiotte, elle avait 1 mois. Donc, elle dormait sur le lit, à proximité de ma tête. Elle avait besoin d'être rassurée, ce qui est tout à fait normal. Et puis, progressivement, je l'ai descendue du lit.
Et puis progressivement, elle a dormi dans le couloir et puis dans le salon. Et ça s'est très bien passé. Mais il faut s'adapter aussi à la sensibilité de ton animal. Donc non, moi j'interdis pas ça. Je le préconise pas. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Idéalement, il faut faire dormir dès la première nuit son animal là où on souhaite qu'il dorme plus tard. Mais si par contre c'est la panique et la détresse et que ça n'a pas fonctionné, le fait d'ignorer ou le fait de lui dire non, dans ces cas-là, vous le prenez dans la chambre et progressivement vous allez le faire sortir. Tu conseillerais la proxémie quand le chien fixe beaucoup trop le chat, le renifle beaucoup ou le lèche et le suit. Il n'y a pas vraiment de geste franc de prédation, mais il harcèle trop le chat et le chat n'ose pas le remettre en place autant qu'il le voudrait. La proxémie va pas forcément... Enfin oui, tu peux faire une alliance avec le chat, pourquoi pas. Tu peux tenter de faire une alliance avec le chat pour essayer de faire comprendre au chien qu'il faut qu'il arrête. Mais il faut surtout apprendre au chien à le laisser tranquille, donc l'occuper sur autre chose en fait. Vraiment l'occuper sur autre chose et laisser au chat la possibilité d'être tranquille régulièrement, quoi. Après, c'est le problème en confinement, c'est que vous modifiez plein d'habitudes. Le chat n'avait pas l'habitude d'être avec des chiens, le chien n'avait pas l'habitude d'être avec des chats. Donc il faut les laisser interagir, mais laisser la possibilité à chacun d'être tranquille aussi et renforcer le chien sur des activités d'occupation seule, donc bois de serre, des activités de recherche, etc. Et oui, pourquoi pas faire une alliance avec le chat et dire non au chien, hein, ça c'est tout à fait possible. Tu peux tenter plusieurs choses. Comment réagir quand un chien promené en laisse est frustré de ne pas pouvoir jouer avec les chiens qu'il croise dans la rue et se met donc à aboyer? Un non, on y va pour reprendre la marche suffit ou il faut faire diversion par le jeu? Non, moi je travaillerai encore une fois sur la communication posturale et la proxémie. Quand tu as un chien, en fait, en gros, en général, tu repères le chien avant ton chien. Quand tu vois que ton chien commence à être frustré, à s'exciter, tu fais demi-tour. Tu dis rien à ton chien, juste tu fais demi-tour, tu t'éloignes. Quand tu vois qu'il est redescendu à un état émotionnel tout à fait correct, là tu te mets devant lui et tu lui demandes assis. Et là tu récompenses. Et en fait, t'attends ensuite que le chien passe derrière toi. Mais il faut lui apprendre que ce comportement-là ne lui permet pas d'avoir accès à l'autre chien. Et donc il faut le faire redescendre de cette excitation. Donc tu fais demi-tour. En faisant demi-tour, tu manifestes à ton chien que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait. T'as pas besoin de lui dire non ou quoi que ce soit, tu lui dis rien. Juste tu fais demi-tour. Et tu lui demandes de venir avec toi en fait. À la limite, la seule chose que tu peux lui dire c'est viens. Tu fais demi-tour, allez, allez, viens. Tu fais demi-tour, tu atteins un seuil d'émotion qui est acceptable, et là tu lui demandes de s'asseoir et tu récompenses. Et t'attends que l'autre chien derrière soit passé. Mais il faut lui apprendre à réguler son excitation, et donc ça veut dire que quand il joue avec les autres chiens, probablement qu'il joue dans l'excitation aussi, que quand il va dire bonjour, il est excité. Sinon, il ne serait pas excité en croisant d'autres chiens. Donc ça veut dire que quand, de manière générale, tu le fais rencontrer des chiens, il faut que tu le fasses rencontrer des chiens dans le calme. Donc jamais renforcer l'excitation en fait. Le chien de mes parents, Jack Russell de 5 ans, est obnubilé par le chat quand il est là, depuis plusieurs années maintenant. Elle a pourtant toujours connu des chats et ça se passait très bien avec le chat d'avant qui n'avait pas peur. Maintenant, le chat doit rester à l'étage par peur du chien. Concernant le chien, quand le chat est là, on n'arrive pas à la détacher et lui demander autre chose. Que faire? Que puis-je leur proposer de faire? Si vraiment il s'obnubile, déjà il faut voir s'il n'y a pas d'autre chose qui l'obnubile. Peut-être qu'il faudrait médicaliser ce chien, ça c'est possible. Surtout si vous n'arrivez pas à le faire décrocher, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il n'a pas de bons autocontrôles, qu'il a tendance à somnubiler. Et surtout les Jack Russell ont cette tendance-là à fixer quelque chose et voilà, c'est des terriers, donc ils lâchent pas l'affaire. Donc idéalement, il faut voir s'il n'y a pas besoin de le médicaliser, voir qu'il n'y ait pas d'autres fixations. Et que faire? Effectivement, laisser la possibilité au chat d'être tranquille. Travailler les autocontrôles sur le chien dans ces cas-là. De manière générale, travailler les autocontrôles. Tu peux travailler sur plein de choses. Travailler avec la friandise, le point dans la friandise, ça j'en avais parlé dans d'autres conférences, je te laisserai regarder. Mais friandise dans le point, oui, friandise dans le point plutôt que point dans la friandise. Friandise dans le point, tu présentes le point au chien. Quand il ne s'intéresse plus à la friandise, au point, tu récompenses, tu ouvres ta main et tu récompenses. Ça, c'est des autocontrôles à travailler. Travailler dans le jeu aussi, donc ne jamais travailler dans l'excitation et renforcer le calme. Mais s'il somnubile, après, est-ce qu'il attaque? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il embête le chien? Est-ce qu'il le poursuit? Voilà. C'est des animaux qui vivent tout le temps ensemble, du coup. Et si c'est le cas, dans ces cas-là, il faut peut-être que le chien aille voir un comportementaliste pour voir s'il n'y a pas besoin de le médicaliser, parce que du coup, pour le chat, ça doit être une vraie anxiété de vivre avec un chien qui l'observe tout le temps, quoi.
Suite Panoramix. J'ai plus l'impression qu'il veut sortir dehors plutôt que de rester proche de moi, donc je n'ai pas l'impression que ce soit un hyper-attachement. Et je l'ai déjà laissé dans une pièce sans qu'il puisse voir quand on est dehors, mais il n'a pas arrêté de hurler pendant plus de 20 minutes et il s'est mis à gratter à la porte. Je ne savais pas trop comment réagir et j'avais peur de l'état dans lequel j'allais le retrouver ma porte si j'attendais encore pour qu'il se calme. Bah dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut que tu travailles la solitude. De manière générale, il faut que tu travailles à le mettre derrière la porte, enfin dans une autre pièce, alors que tu vas pas dehors. Et ça veut dire qu'il gère mal sa frustration, donc il faut travailler la frustration au quotidien. Bien renforcer le calme, bien travailler par exemple, tu peux travailler le pas bouger aussi. Tu peux travailler avec des jouets, donc c'est-à-dire lui apprendre à ce que toi tu poses la balle par terre et qu'ils ne doivent pas y toucher tant que tu lui as pas donné l'ordre. Donc ça c'est de la gestion d'autocontrôle et de la frustration. Il faut par exemple, je sais pas exactement ce que tu veux dire par là. En gros, tu es dehors et ton chien il veut sortir, c'est ça? Et si tu le mets dehors et que tu rentres, qu'est-ce que ça donne? Faut que tu me donnes un peu plus d'infos encore une fois. Est-ce qu'un chien peut... Allez, je vous laisse poser encore... on dit que je vous laisse poser des questions jusqu'à 19h10, donc encore 3 minutes. Je réponds à toutes vos questions qui sont apparues avant 19h10 et après on arrête les questions. Et je referai une session éventuellement si vous voulez plus tard, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'un chien peut s'allier au propriétaire lorsque celui-ci gronde un autre animal? Le chien qui s'allie pousse l'animal gronder avec le nez. Si oui, est-ce que cela pose problème? Oui, un chien peut s'allier. Tout à fait avec le propriétaire pour gronder un autre animal, pour gronder un enfant aussi, tout à fait. Le chien n'a pas à intervenir. Donc, il faut que tu... Est-ce que cela pose problème? Ça dépend en fait, s'il intervient dans d'autres interactions ou pas. S'il n'y a que ça, après tout, je vois pas pourquoi ça poserait problème. S'il y a d'autres problèmes, dans ces cas-là, oui, ça peut peut-être poser problème. Mais si ça gêne les propriétaires, quand ils grondent l'autre animal, le deuxième chien doit être mis à l'écart, en fait. Ça, c'est important. Voilà. Mais après, sûrement qu'il vient en renforcement parce que l'autre chien avait fait une bêtise. Donc, après tout, c'est de la régulation aussi. Hein. Parfois, quand vous avez... moi, je sais que quand... je garde des chiots et que mon chien il est en train de gronder un chiot ou que moi je suis en train de gronder le chiot, parfois il vient en alliance avec moi, tant mieux en fait. On est en train de lui montrer que ce qu'il fait c'est pas bien et on le régule d'autant plus. Donc ça dépend si ça gêne ou pas en fait. Alors oui, il est bien tout seul dehors. S'il le pouvait, il passerait la journée dans le jardin, qu'on y soit ou non. Et du coup, ça te pose problème qu'il soit dehors dans le jardin? Dans ces cas-là, s'il est tout seul dehors et qu'il y est bien, laisse-le dehors. Mais je pense que c'est un problème de gestion de frustration du coup. Il supporte pas que vous soyez dehors et pas lui. Donc ça veut dire qu'il faut lui apprendre à gérer sa frustration. Donc ça veut dire qu'il faut l'habituer à ce que... Et quand toi tu es dehors, est-ce que lui il veut de l'interaction forcément avec toi quand il est dehors? Ou est-ce qu'il peut s'occuper tout seul? Mon chat cherche toujours à faire sa sieste dans la pièce où il y a une présence, quitte à dormir sur la table. Étant donné que le chat n'est pas un être sociable, est-ce un comportement normal? Non. Le chat n'est pas un être social, mais c'est un être sociable. Il peut être sociable, mais il n'est pas social. C'est la différence. C'est-à-dire que il n'est pas forcément fait pour vivre en groupe. Il n'a pas forcément besoin d'interaction sociale pour être bien, mais il peut être tout à fait sociable. Et il a quand même besoin de l'attachement avec son propriétaire. Mais il est plus apaisé par son territoire et par son environnement, en fait, que par la présence d'autrui, enfin de congénères. Par contre, oui, est-ce un comportement normal? En fait, la normalité, c'est quelque chose qui est difficile à définir. À partir du moment où c'est pas gênant, ou par exemple, tu as des chats qui recouvrent pas leurs excréments, tu pourrais dire que c'est pas normal. C'est normal pour ce chat-là. Voilà, il l'a toujours fait, donc c'est normal pour ce chat-là. T'as des chiens qui dorment que d'une telle façon, mais personne d'autre ne le fait. Est-ce que c'est anormal? C'est normal pour lui en tout cas. Et tant que ça pose pas de problème, si quand vous n'êtes pas là, ça n'a pas l'air de l'angoisser le chat, si ça vous dérange pas qu'il soit avec vous dans la même pièce, dans ces cas-là, pour moi c'est pas anormal en fait. C'est pas gênant et ça stresse pas le chat, il est pas anxieux, donc pour moi il n'y a pas d'anormalité là. Un chien qui se fait tout petit dans un coin et baisse les yeux quand le propriétaire gronde un autre chien. Il se fait discret en attendant que ça passe ou il est inquiet? Non, il est inquiet. Probablement qu'il a peur que ça lui retombe dessus aussi. Donc dans ces cas-là, si ça a tendance à l'angoisser, ce qu'il faut faire c'est prendre l'autre chien à part pour le gronder pour éviter de stresser l'autre.
Après, peut-être que quand il gronde, le chien, le chien qui doit être grondé, peut-être que le propriétaire regarde l'autre aussi et du coup se sent visé. Et du coup, ça l'angoisse. Mais oui, c'est plus de l'inquiétude. Est-ce qu'on aurait accès au replay de la conférence sur les chiens de catégorie? J'ai vu que le PPT était en ligne, mais j'aurais aimé voir la conférence. Non, vous n'y aurez pas accès parce qu'il y a eu un bug, donc vous n'aurez pas la possibilité de revoir la conférence en replay, malheureusement. Désolée. Je travaille le pas bouger avec mon chien depuis son arrivée dans la famille. Il le respecte super bien quand je lui présente un jouet ou sa gamelle en disant pas bouger, mais dès qu'on est dans un parc avec d'autres chiens, j'ai beau dire pas bouger, rien n'y fait, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. Comment faire pour capter son attention? C'est parce que tu y vas pas assez progressivement. En fait, il faut te dire que quand tu veux un comportement est acquis véritablement, quand tu peux le reproduire dans n'importe quelle situation. Comment apprendre un ordre à un animal? Il faut utiliser, moi j'utilise maintenant la méthode qu'on appelle la méthode gérée. Donc chaque lettre veut dire quelque chose. Donc le G, c'est générer un comportement. Donc ça, c'est la méthode de Sylvia Masson, qui est une vétérinaire comportementaliste qui fait énormément d'éducation et qui a créé cette méthode d'éducation et qui est très bien. En gros, ce qu'il faut, c'est que tu génères le comportement. Donc lui apprendre ce que ça veut dire pas bouger. Donc tu le génères. Comment lui apprendre, par exemple, tu le mets en assis. Tu mets ta main au départ pour lui montrer de ne pas bouger, tu t'éloignes d'un pas, tu reviens vers lui, tu récompenses. Ce qu'il faut surtout, et ça c'est une grosse erreur qui est faite la plupart du temps, c'est que vous rappelez le chien et que là vous récompensez. Non, il faut récompenser en revenant vers le chien, sinon vous récompensez le rappel. Donc ça c'est important, et au fur et à mesure tu t'éloignes et tu lui apprends vraiment à ne pas bouger et à rester à sa place. Une fois que tu as généré le comportement, tu élimines les gestes parasites. Par exemple, si ton comportement final, tu veux juste lui dire pas bouger, sans geste ou quoi que ce soit, et qu'il écoute le pas bouger, bah tu retires tes gestes parasites. C'est-à-dire, par exemple, au début, tu avais peut-être mis la main pour lui dire stop, pas bouger. Donc tu retires ce geste-là, tu utilises que le pas bouger. Si tu veux garder la main à la fin, tu gardes la main à la fin. Et tu retires tous les gestes, en gros, que tu veux plus garder à la fin pour l'ordre. Une fois que ça c'est fait, tu fais ce comportement-là dans 5 lieux différents. Et à chaque fois, tu récompenses. Chaque fois, là, jusqu'à présent, jusqu'à la 3e étape, jusqu'au R, donc la 3e étape, le fait de répéter dans des lieux différents, dans 5 lieux différents, tu récompenses systématiquement le pas bouger, à chaque fois que tu lui dis et qu'il obéit bien. Donc tu répètes dans 5 lieux différents. Donc au début, tu vas répéter dans le jardin, par exemple, puisqu'il le faisait dans la maison. Ensuite, tu vas le répéter dans la rue, mais quand il n'y a personne. Et puis dans un autre lieu où il n'y a pas trop de monde. Et puis dans un autre lieu où il y a un peu plus de monde, par exemple. D'accord ? Une fois que ça c'est bien acquis, tu passes à la 4e étape, où là, tu espaces les récompenses. Donc c'est-à-dire que tu donnes plus systématiquement une récompense, tu vas le donner toutes les 5 fois, toutes les 3 fois, ou de manière aléatoire, 2 fois de suite, puis plus pendant 3 fois, puis 1 fois, puis 3 fois, etc. Et ensuite la dernière étape, c'est de répéter ça, le fait d'espacer les récompenses, dans 5 lieux différents à nouveau. Donc en fait, si il le respecte uniquement quand tu lui présentes un jouet ou sa gamelle, ou tac, mais qu'il ne le fait pas quand il y a d'autres chiens, ça veut dire que l'ordre n'est pas acquis. Donc il faut que tu retravailles ces étapes-là et que tu retravailles bien comme il faut. Il s'occupe tout seul dehors, mais j'aimerais que ce soit la même chose à l'intérieur aussi, si possible, quand on ne peut pas répondre à ses demandes d'attention et de jeu et qu'il n'est pas dans une phase de repos. Et faut que tu lui donnes des jouets d'occupation. Et que tu fasses attention à ne pas répondre à ses demandes d'attention systématiquement. Ça, c'est vraiment important. Il faut que tu ignores ses demandes d'attention et que tu lui donnes des jouets d'occupation à l'intérieur pour qu'il arrive à être tranquille. Mais il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas l'occuper à l'extérieur comme à l'intérieur. Il faut que tu effectues la même chose, en fait. Puis que tu lui apprennes qu'il ne peut pas y avoir de réponse à chaque fois qu'il demande quelque chose. Et que surtout, c'est pas parce qu'il chouine qu'il va avoir accès à l'extérieur ou quoi que ce soit. Ça, il faut lui apprendre à gérer la frustration, en fait. C'est vraiment important. Ok, du coup, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions, que ça vous a été utile, que ça vous a apporté quand même certaines choses. Je vais faire vendredi la conférence sur l'anxiété de séparation, donc sur les hyperattachements, en fait, de manière générale, sur les autonomopathies. Donc les troubles de l'attachement. Je vous fais une conf là-dessus vendredi à 18h. Donc dites-moi si ça vous convient et logiquement je ferai une conf du coup sur la schésipathie chez le chat la semaine suivante et éventuellement si vous voulez on pourra refaire une session
de questions ouvertes, questions sur tout, tout ce que vous voulez. Après, encore une fois, je ne peux pas résoudre de cas cliniques de cas cliniques complexes. Je peux vous répondre sur des petites questions comme ça, mais je ne peux pas non plus résoudre tout un cas clinique si j'ai pas vu l'animal ou quoi que ce soit, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à me reproposer des sujets aussi si vous voulez. De toute façon, je vais remettre un petit sondage sur Facebook, comme ça vous pourrez me reproposer des sujets si ça vous intéresse. Mais je pense que je vais vous faire autonomopathie sur schésipathie, comme ça vous les aurez. On aura fait déjà pas mal de cas importants, de choses classiques que vous pouvez rencontrer. Et puis après, éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est vous proposer des cas cliniques. Vous traitez un cas clinique régulièrement, en fait, sur des choses classiques, la prise en charge, comment ça a été fait, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée.